Bonjour Philippe, tout d'abord je tenais à te remercier pour ta disponibilité juste avant une semaine chargée, une double confrontation très importante pour la course au play-off en Première Ligue canadienne face à Forge FC. C'est une interview qui va être à destination d'un double réseau, ici en France où je suis actuellement basé, et également au Canada où je couvre la compétition domestique. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi à travers un résumé rapide de ta carrière de coach? Oui, avant tout, merci Christophe. C'est avec plaisir que je fais ça. Alors, ouais, un résumé. J'ai commencé comme beaucoup de coachs. Euh, J'étais un joueur. J'ai jamais été un joueur de première division. J'ai joué en troisième division du Portugal et très rapidement, je me suis aperçu que ce serait difficile pour moi d'avoir une carrière jusqu'à 35 ans et ensuite financièrement être soutenu de la façon comme on peut et doit l'être. Alors, j'ai eu une opportunité de rentrer dans le coaching de base avec les jeunes. Dans une de mes visites, j'étais encore sous contrat avec mon club au Portugal et une de mes visites à Montréal, on m'avait offert un travail, un job dans le coaching. Alors, ma famille a toujours été impliquée dans le coaching, que ce soit mon père ou ensuite Marc. On est grandi dans ce moule-là où mon père entraîné plusieurs équipes au Portugal, au Mozambique et même au Canada. Alors, on a grandi dans ça. Alors, moi, je savais qu'un jour, je voulais coacher. Déjà très jeune, je me faisais confisquer plusieurs petits papiers à l'école avec des effectifs, le 11 partant du FC Porto pour ce soir, ce que moi je pensais. Alors, j'étais déjà très impliqué. Et puis, c'est à partir de là, à Montréal, ce fut un travail à temps plein comme adjoint technique à une des grandes régions là-bas, aux Laurentides. Ensuite, ensuite, avec la Fédération de foot du Québec, les équipes du Québec, le Centre national. Mon premier travail avec la haute performance fut en Coupe du Monde 2011 au Mexique, les U17, où j'étais un scout. Et ensuite, mon premier contact avec le foot professionnel fut avec le Fury d'Ottawa comme directeur technique et un des adjoints de l'équipe. Et de là, ça fait quoi, 9 saisons plus tard où j'ai eu la chance de toujours être employé dans le foot professionnel, que ce soit avec le Fury, les Fort Lauderdale Strikers, le Indy 11 dans la USL qui était aussi en NASL, les Deltas de San Francisco. Ensuite, j'ai eu mon opportunité avec les Whitecaps de Vancouver en MLS. Dans ce processus-là, très rapidement, je me suis formé, j'étais hyper connecté avec ce qui était mon besoin en tant qu'entraîneur. Plusieurs stages au FC Porto, plusieurs stages dans plusieurs clubs professionnels. Un de mes premiers stages était à Santos au Brésil dans la génération d'or avec Dorival Junior où Neymar était encore là-bas à Santos, Henrique Ganso, des joueurs qui ont ensuite poursuivi avec des carrières top. Alors, euh, j'ai continué à me former, mes licences européennes et fast forward, comme on dit en anglais, 9 ans ou 10 ans plus tard, je me retrouve maintenant ici à Winnipeg. Quelles sont pour toi justement les qualités requises pour être un bon entraîneur de football? Oh, ça dépend, ça dépend. Regarde, il y en a tellement. Moi, je pense que tu dois savoir gérer plusieurs situations. Tu dois connaître le foot, tu dois connaître les différentes formes de foot, tu dois connaître le foot que tu veux jouer, que tu veux entreprendre. Je pense que tu dois toucher tellement d'aspects. Il y a un aspect physiologique, il y a une connaissance, mais moi, je pense que l'essence du coach, ça va être le foot, parce que l'essence du foot, c'est le foot. Et la gestion humaine, savoir gérer les personnes, savoir gérer des hommes, avoir une identité claire, une façon de voir claire dans ta façon
de vouloir entraîner, de vouloir jouer, mais surtout comprendre qu'est-ce que tu veux quand ça s'attrait au leadership, à la gestion des personnes qui sont alentour de toi, quelles sont les choses qui sont incontournables et absolues dans ta façon de voir les choses. Et du coup, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, durant ta carrière, est-ce que tu as rencontré quand même des difficultés particulières que tu as réussi à surmonter? Beaucoup, beaucoup. J'ai fait partie de 2 organisations qui financièrement n'ont pas pu soutenir leur engagement. Et puis, quand c'est comme ça, puis tu es un jeune entraîneur, tu as toujours peur de ce qui peut venir ensuite parce que la première job, le premier boulot, c'est le plus facile. Après, c'est être capable de soutenir le prochain et le prochain. Et puis, moi, ces situations-là sont survenues à un moment où j'étais très jeune dans ma carrière et des fois, tu as envie d'abandonner parce que c'est difficile. Tu te dis, tu sais quoi, j'ai une famille, j'ai des responsabilités, euh, mais je m'y suis tenu et puis aujourd'hui, je regarde et je suis convaincu que j'ai pris les bons choix. C'est une carrière qui est difficile dans le sens où il y a beaucoup d'instabilité et tu dois être fort mentalement. Tu dois avoir une persévérance qui est très forte et puis tous les jours, tu es mis sur un défi différent. Alors, c'est sûr qu'on rencontre beaucoup de difficultés dans la vie d'entraîneur, mais c'est notre passion qui nous guide et puis on est en mesure de survenir beaucoup de ces défis-là parce que notre amour, notre passion pour ce qu'on fait est plus grande. Aujourd'hui, tu es à Valour, donc club basé à Winnipeg au Canada, qui évolue en première ligue canadienne. Tu es arrivé la saison dernière pour quasiment le dernier tiers de la saison quand Valour n'était pas au meilleur. Et tu as su redonner du punch à cette équipe pour bien finir la saison 2021, justement, en finissant à un seul point de la série éliminatoire qu'on appelle donc au Canada les playoffs. Peux-tu nous faire part des différentes étapes de ton arrivée à Valour et quels ont été les facteurs qui t'ont aidé à prendre la décision de t'engager au sein de ce club? Je venais de me faire congédier des Whitecaps de Vancouver et puis j'étais encore sous contrat, alors il n'y avait pas de presse. Mais moi, j'ai appris que dans le foot, c'est le aujourd'hui et le maintenant. Alors, quand mon agent me communiquait il pouvait y avoir plusieurs opportunités au mois de décembre, janvier, à l'ouverture de la nouvelle saison, euh, c'est sûr que je me suis dit, je ne vais pas être pressé, je vais faire le bon choix pour moi. Une chose que je savais, c'est que je voulais avoir une opportunité comme entraîneur-chef. J'avais travaillé plusieurs années au Canada et aussi plusieurs années aux États-Unis et notre vouloir numéro 1, c'était de rester au Canada. Alors, quand l'opportunité est venue, un mois après mon congédiement, j'ai dû prendre une décision qui était vite. Je pense que j'avais eu 3, 4 jours pour prendre la décision et tu dois toujours questionner qu'est-ce que tu veux faire. Et moi, je m'étais toujours dit, si j'ai une opportunité de prendre un projet qui peut être soutenu comme entraîneur-chef où je vais pouvoir mettre mes idées en place, alors il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille et puis c'est ce que j'ai dit à mon représentant et ça s'est fait quand même assez vite. Je voulais entraîner, je ne voulais pas attendre, je voulais être dans le feu à nouveau. Et quand Winnipeg sont arrivés, ils m'ont montré leur idée, ils m'ont parlé de ce qui leur manquait, ce que je pouvais apporter. Et puis, j'ai senti que c'était le geste à faire. C'était important pour moi de travailler à l'immédiat et de continuer à donner suivi à ma carrière. Aujourd'hui, Valour en CPL est cinquième, 21 matchs joués, 30 points, 5 points des playoffs, troisième meilleure attaque de la Ligue avec 30 buts, troisième meilleure défense de la Ligue avec 24 buts encaissés. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es satisfait du parcours de ton équipe et de l'implication de tes joueurs? Oui, c'est une saison un peu bizarre, Christophe, parce que je sens que dans les années qui ont passé en CPL, une équipe qui a notre fiche, qui se retrouve où il sera en playoff. 36 points, c'est ce qui a pris au quatrième l'année dernière pour être au playoff. Aujourd'hui, on en a 30. Il nous manque 7 matchs.
et puis on est quand même 5e. Alors, c'est sûr que on aime le progrès qui est fait. On voit qu'il y a une fondation qui est créée il y a l'équipe grandit, le club grandit. Il y a plusieurs joueurs qui aujourd'hui veulent faire partie de ce projet-là. Alors, c'est sûr qu'on aime ce côté-là de ce qui s'est fait jusqu'à présent, mais on veut être dans le playoff. On veut être dans le playoff et tant aussi longtemps qu'on n'est pas au-dessus de la ligne, on ne va jamais être totalement satisfait. Il reste 7 matchs à jouer. Tous les feux sont ouverts pour lutter pour le top 4. Ouais. Cette semaine risque d'être un tournant, une double confrontation à domicile à l'IG Field, comme je le disais au début, face à Forge FC. 6 points devant toi. Oui. Et contre qui une double victoire vous rapporterait 6 points. Est-ce que tu partages le sentiment que cette semaine, Valour joue gros? Absolument. Absolument, ça serait naïf de se dire autrement. On joue gros depuis quelques semaines maintenant, mais cette semaine, surtout avec les 3 matchs qu'on a eus chez nous ou qu'on va avoir à domicile, gagner le premier contre Pacifique, c'était extrêmement important. Maintenant, moi, je dis ça, il faut qu'on aille chercher le maximum de points. C'est sûr qu'on ne peut pas se mettre une pression folle sur les épaules parce qu'après ça, il y a quand même 5 matchs. Moi, je pense qu'il faut qu'on soutienne les performances et qu'on a cherché le maximum de points ici dans les 2 prochains matchs. Donc, comme tu disais, en cas de mauvais résultat, il restera quand même 5 matchs à jouer. Oui. Donc, mathématiquement, 15 points à aller chercher. Même en pensant au pire, tout serait difficile, mais encore possible. Absolument, absolument. Alors, on voit que dans la Ligue, une semaine, 10 jours peuvent changer beaucoup de choses. Alors, avec toutes les confrontations qui se jouent dans les autres côtés, tout peut arriver. Alors, on doit contrôler ce qu'on peut contrôler, puis c'est ce soir, la première étape. On doit y aller un match à la fois et je crois que si on réussit un résultat aujourd'hui, ça nous enlève un peu de pression sur les épaules pour le deuxième match en fin de semaine. Alors, c'est important de sortir très grand ce soir. Alors, si tu le veux bien, on va laisser de côté la compétition pour parler de l'équipe en elle-même et des performances collectives et individuelles de tes joueurs. On va commencer par les gardiens. Donc, c'est Patrick Di Stéphanie qui en a la charge. Et personnellement, Ryan Yesley et Jonathan Sirois sont 2 valeurs sûres de ce championnat. Absolument. Jonathan qui a été… Pardon. Absolument, absolument. Jonathan, comme je te disais, qui a été élu Golden Glow la saison dernière. Et Ryan qui est à ce jour un grand espoir déjà actuel et pour les années à venir. Comment se passe en interne la gestion de 2 talents et quel est ton ressenti à ce sujet? Patrick fait un travail extraordinaire avec les gardiens ici. Ça fait maintenant quelques années oui, avec les prêts qu'on a reçus de Montréal et la collaboration qu'on a eue, on a toujours eu des gardiens de but qui ont été quand même solides. Moi, je pense que sécuriser le futur du club avec un gardien qui n'était pas un prêt, c'était une priorité pour moi cette année. Et puis, je pense que ce stretch-là où on voit Ryan pendant quelques matchs nous donne une assurance que Ryan peut être un numéro 1 dans cette ligue. Maintenant, ça n'enlève aucun mérite et aucune qualité à ce que Joe a fait pour nous et pour ce club. Et Joe va avoir sa chance et il va rejouer cette saison, c'est sûr. Alors, la gestion, c'est une gestion du jour à jour. C'est une gestion où on doit communiquer avec les joueurs. Les deux doivent être prêts à aider l'équipe. Et puis, pour moi, c'est ça. C'est une décision que je prends match à match. En ce moment, c'est Ryan. Plus tôt dans la saison, il a eu Joe. Je crois que Joe va avoir sa chance. Je pense qu'il y a cette séquence-là de matchs, 3 matchs en une semaine. Alors, Joe va avoir sa chance. Et une fois qu'il est dedans, Joe, c'est Joe. Hein? Joe, c'est un gardien avec un futur exceptionnel. Et puis, pour nous, c'est quelque chose qui est naturel. Quand tu as 2 bons gardiens, tout le monde veut jouer. On prend les décisions avec Patrick pour le meilleur du club et pour le moment. Alors, ils sont des pros et ils comprennent ça. Alors, on ne va pas parler de tous tes joueurs un par un, car on risquerait de parler toute la soirée et tu as un match important après. Mais on va passer en revue quelques-uns qui, à distance, m'ont vraiment fait bonne impression, à savoir Sean Rea, qui est devenu une pièce maîtresse de ton milieu de terrain offensif au fil des matchs. Oui. Des passes décisives, des buts décisifs.
C'est un des prétendants, je pense, à la récompense des meilleurs jeunes joueurs de la saison. Que penses-tu de cette impressionnante marge de progression? Il joue et c'est ce qu'on lui a donné la chance de faire et l'opportunité de faire. Et pour un jeune joueur, c'est très important. Il est en confiance. Moi, je dis que moi et Sean, on a un peu un hate-love relationship. Je suis très dur avec lui. Par moment, euh, je crois que c'est quelqu'un qui réalise pas les qualités qu'il a et il peut tricher un petit peu dans certaines séquences de son jeu ou actions de son jeu. Et c'est ça que j'essaie de lui faire comprendre, c'est l'importance d'être toujours connecté avec l'équipe, l'importance de ne trouver aucune résistance entre le moment où il perd le ballon, l'équipe perd le ballon et la phase défensive. Euh, c'est naturel chez un jeune joueur et qui a beaucoup de talent offensif. C'est quand est-ce qu'il doit dribbler, quand est-ce qu'il doit créer une séparation et mettre un ballon dans les 18 mètres, une dernière passe ou un tir ou un centre, et non pas revenir en arrière pour redribbler le même joueur à nouveau. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans son jeu dans lequel on travaille parce que je pense que ce n'est pas un produit fini. Et la progression qu'il a eue cette année, c'est naturel. Il joue et il joue et il a des résultats, alors ça lui amène de la confiance. Et puis, c'est comme tu as dit, c'est un joueur important et c'est un des bons jeunes espoirs dans cette ligue-là. Pareil, qu'en est-il de Matteo De Brienne, à qui tu donnes de plus en plus de confiance et de temps de jeu? Matteo, c'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui met l'équipe avant tout. C'est un joueur qui n'a pas les mêmes qualités que Sean ou que plusieurs autres joueurs dans la ligue, mais son éthique de travail, son engagement, comment il aide l'équipe euh, dans la phase de pression, comment il aide l'équipe dans la phase défensive, comment à cause de son mouvement, il ouvre l'espace pour ses coéquipiers. Il fait beaucoup de bonnes choses dans l'invisible et il s'est amélioré beaucoup sur le ballon et sa prise de décision, sa lecture de jeu. Alors, ça fait en sorte qu'il mérite les minutes qu'il a maintenant pour lui. Du coup, tous ces jeunes joueurs qui progressent, tous tes éléments de cadre qui confirment, font de Valour une équipe très compétitive et solide. Mais justement, quand on joue au Canada en première ligue canadienne, l'objectif de tous ces jeunes et moins jeunes est de rejoindre le championnat voisin de la MLS ou l'Europe. À ce sujet, comment juges-tu le niveau de la CPL par rapport aux différents championnats que je viens d'évoquer, et plus particulièrement la MLS et les niveaux des championnats français que je maîtrise? Euh, c'est pas encore, il faut pas être naïf, c'est pas une ligue de top. Je regardais récemment, on parle de la France, c'est un top 5, 6, c'est un top 10, mettons-le comme ça. On parle de la MLS, c'était dans le tout aussi classé dans un top 10. Alors, c'est sûr que la CPL, c'est une ligue très jeune. C'est une ligue très jeune. Et on ne peut pas se mettre à comparer avec des ligues, comme tu viens de mentionner, où le pouvoir économique et financier est beaucoup plus grand. L'important, c'est qu'il y ait de la progression. Et moi, ce que je vois en 4 ans, dont 2 de ces années-là étaient des années COVID, la qualité de la ligue a augmenté beaucoup, beaucoup. Beaucoup à voir avec le type de joueurs qui arrivent, beaucoup de Canadiens qui étaient en Europe et maintenant qui veulent revenir ici parce qu'ils ont une stabilité différente et ils amènent de la qualité avec eux. Mais aussi, les premiers joueurs de 2019 ont maintenant, qui sait, 3, 4 saisons dans le monde pro. Alors, tout fait en sorte que la Ligue s'améliore. Et puis, on voit que cela a on voit beaucoup de joueurs de la Ligue cette année qui sont partis maintenant en Europe et il y en aura d'autres. Alors, c'est encore jeune. On ne peut pas encore comparer la CPL avec une MLS et une ligue de premier plan. Parce qu'une ligue, ce n'est pas seulement les joueurs, ce n'est pas seulement le foot. Il y a d'autres choses qui tiennent en ligne de compte. Mais je crois que la progression jusqu'à présent a été extraordinaire.
Quand on a justement un joueur transféré vers un de ces championnats, je prends l'exemple de William Akio par exemple, est-ce que c'est une certaine fierté en termes de formation et un sentiment de devoir accompli pour ses coéquipiers, le staff et le club? Absolument, ça fait les autres croire que c'est possible. Willy, c'est quelqu'un qui était ici avec nous, qui a ses qualités. C'est un bon joueur de foot. Mais le foot, c'est pas seulement ah, tu es un bon joueur, viens, on te signe. Une question de timing, de moment, du besoin d'une équipe, du besoin d'un certain profil à un certain moment. Alors, les joueurs travaillent pour ça et j'espère que c'est le cas. J'espère qu'ils travaillent tous pour un meilleur futur. C'est le même avec nous, les entraîneurs, qu'on travaille tous pour améliorer l'équipe dans le jour à jour en sachant que la conséquence de ça, c'est qu'il y aura des opportunités futures. On va finir par un sujet d'actualité, la nomination de Marc Nounan comme nouveau commissaire de la Ligue. Oui. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui vont aider le développement de cette compétition. Selon toi, quelle est la priorité d'amélioration qu'on doit apporter à ce championnat pour l'aider à continuer à grandir? C'est une question difficile. C'est sûr qu'il y a un côté commercial, économique. C'est sûr qu'il y a un côté de peut-être travailler les marchés d'une façon où le fanbase, le public a un intérêt plus grand. Il y a beaucoup d'actions à entreprendre, dont certaines même dont je ne réalise pas. Moi, je crois que sur le plan de vue footballistique, c'est peut-être regarder où est-ce qu'on en est en ce moment, les règlements qui étaient bons lorsque la Ligue a commencé versus ceux qui doivent maintenant être ajustés 4 ans plus tard. Je pense qu'il y a un côté sportif auquel on doit regarder. Mais je crois que ça va se faire dans son temps parce qu'il vient d'arriver et il doit connaître aussi la Ligue, il doit connaître le marché. Et puis, je suis sûr que c'est quelque chose de bon pour la CPL en ce moment. Philippe, un grand merci pour cette interview. Une bonne chance pour cette semaine très importante et une bonne continuation pour la fin de saison, en souhaitant à Valour tout le meilleur afin d'atteindre l'objectif de la saison, les playoffs. Merci, Christophe. Merci. Merci à toi, Philippe. Merci beaucoup.